Euh, En effet, la communication que je vais vous faire est essentiellement issue de ces travaux que j'ai menés. Et je dois dire dont la première motivation était simplement une sorte d'alerte verbale, dans le sens où j'entendais très souvent cette expression qui était toujours d'ailleurs donnée dans un sens positif, faire rêver. Vous savez, comme on dit usuellement, ça fait rêver. Et comme il peut y avoir cette invitation d'ailleurs qui est très permanente, notamment dans le domaine de la communication. Je vais vous en donner un exemple parmi quantité d'autres. Si vous vous trouvez dans un TGV, eh bien on va vous inviter à rêver en regardant par la fenêtre. C'est-à-dire que cette injonction, cette exhortation au rêve, à la rêverie, à la songerie, avec évidemment parfois d'ailleurs des sortes de confusion entre tous ces niveaux terminologiques, est vraiment quelque chose qu'on rencontre en permanence. Et donc je me suis posé cette question à travers ce livre de savoir d'où venait ce paradigme de l'invitation au rêve, de ce qui pousse à rêver, de ce qui fait rêver. Et par conséquent, et ce sera vraiment la seule petite incise de vocabulaire légèrement pointu, mais pas tant que cela, je fais une distinction entre ce que l'on qualifie très communément d'onirique, c'est-à-dire ce qui a le caractère, ce qui relève du rêve, de la rêverie, du songe, qui en est imprégné, et ce que j'appelle avec donc un adjectif qui n'est pas un néologisme, hein, qui est un adjectif qui existe mais qui est très très peu employé, ce qui est onirogène, c'est-à-dire ce qui est doué du pouvoir de stimuler, d'engendrer rêve, rêverie, songerie. Euh, alors, je voudrais juste... Comment est-ce que je fais pour passer les diapositives? C'est... Ah, pardon, d'accord, c'est cette molette-là, d'accord, merci. Il y a dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des arts, un moment très important et qui est un moment civilisationnel, même tout à fait crucial en termes de basculement de la vie quotidienne. C'est le XVIIIe siècle, parce que s'opère à ce moment-là un bouleversement architectural dont nous sommes encore les héritiers, avec des conséquences qui sont très concrètes, très pratiques. Euh, pour le faire à grands traits, l'architecture était majoritairement, jusqu'au XVIIIe siècle, une architecture très horizontale et d'espaces ouverts. Et au XVIIIe siècle, il commence à y avoir un fractionnement de l'habitat et également une verticalité. Ce qui fait qu'il y a progressivement l'invention de nouvelles pièces où vivre et de privatisation des comportements. Et je crois qu'on a trop vite oublié cet impact absolument énorme dans l'évolution humaine. L'un des plus spectaculaires, c'est qu'il y a l'invention d'une nouvelle pièce qui est la chambre à coucher. Vous le savez très certainement, pendant des siècles et des siècles, il y avait un grand espace dans lequel il y avait une sorte de maison dans la maison qui était le lit, mais qui n'était pas nécessairement, qui était très rarement fermé vis-à-vis de l'extérieur. Le fait que les espaces, à un moment donné, se réduisent et qu'il y ait des espaces qui soient dévolus à différents comportements, eh bien, ça a des conséquences extrêmement concrètes. Au XVIIIe siècle, je dirais qu'il y a en particulier trois pièces qui apparaissent. Il y a la chambre à coucher, et d'ailleurs, le terme de chambre devient chambre à coucher au XVIIIe siècle avant de redevenir chambre dans le langage usuel. Et aujourd'hui, quand on pense à une chambre, on pense tout de suite à la chambre à coucher, on ne pense pas à la chambre des députés, par exemple. Et puis il y a deux autres pièces tout à fait capitales. Il y a la salle de bain, la salle d'eau, qui va ensuite avoir donc une fonction en termes d'hygiène tout à fait énorme à compter du 19e siècle. Il y a également une pièce qu'on a aujourd'hui un peu perdue de vue, qui est le boudoir. Et puis on pourrait parler des secrétaires, etc., etc. Et donc, on va retenir trois de ces pièces, et je vous propose qu'on en voit, j'allais dire, l'état d'esprit à travers trois œuvres. C'est plus le témoignage de ce que ces œuvres nous racontent de l'architecture que je vais analyser là, que les œuvres en elles-mêmes, même si en elles-mêmes, elles sont extraordinairement intéressantes. Et l'une de ces trois œuvres, Le Cauchemar de Fuseli, est même une œuvre, un chef-d'œuvre du XVIIIe siècle et de l'art romantique.
Alors, vous voyez dans le premier des tableaux de François Ezen, qui s'appelle donc La jeune fille à sa toilette, c'est une scène qui est extrêmement symptomatique, puisque vous avez une femme qui s'apprête à faire une toilette, qui n'est plus une toilette sèche, et à l'arrière-plan, vous voyez, il y a un bidet qui lui est préparé ici, et à l'arrière-plan, vous avez ce qui est sans doute sa fille, peut-être sa petite sœur, enfin vraisemblablement on va dire sa fille pour simplifier les choses, qui est chassée par la domestique. Et ça, c'est un témoignage d'un fait social tout à fait capital, à savoir que la toilette commence à devenir un moment d'intimité, en particulier pour les femmes. Et c'est un moment crucial, puisque la toilette devient un moment de rapport, de commerce entre soi et soi-même, c'est-à-dire d'un retour sur soi-même et ses sensations corporelles, mais également un moment où on peut commencer à s'abandonner à une forme de rêverie. Alors, je ne vais pas vous faire toute une histoire de la salle de bain, mais songez par exemple au début du XXe siècle à certains tableaux comme ceux de Pierre Bonnard, où on voit la femme de Bonnard qui est allongée dans son bain, qui est comme si elle était en train de fusionner avec l'eau, et évidemment dans une fusion qui est rêveuse avec l'eau, expérience que nous avons tous fait, commencer à rêver sous notre douche, à s'endormir dans un bain, notamment un bain bien chaud. Eh bien, ça commence à se profiler à partir du XVIIIe siècle avec ces changements architecturaux. Deuxième pièce, celle du boudoir, avec ici donc une gravure tirée d'un tableau de Freudenberger. Et alors l'œuvre est très intéressante, puisque vous avez une femme qui s'est endormie dans son boudoir après avoir lu, et vous le voyez juste ici. Vous avez en fait un prétendant qui cherche à venir la conquérir, qui est rejeté par sa servante, et on sait par une légende de l'image que l'exégèse exacte, c'est qu'en fait, cet homme est celui qui a écrit les vers qui ont enchanté et charmé la personne qui s'est endormie, au point qu'elle est en train sans doute de rêver de lui. Bon, ça, évidemment, si vous n'avez pas la légende de l'image, vous ne pouvez pas le comprendre de vous-même. Moi, je dois vous dire que juste que j'ai l'exégèse qui est offerte tout simplement par les textes contemporains, je pensais que c'était une scène de voyeurisme, mais on peut également l'interpréter comme telle, d'autant que cette scène est extrêmement sexualisée, et vous voyez en particulier de façon quasiment hallucinogène, ce rideau qui prend la forme d'une grande vulve, et ce livre qui est en train de glisser entre les cuisses de cette femme qui est en train de rêver. Alors, ce qu'on constate ici, c'est en effet que le boudoir est un lieu à nouveau fragmenté dans l'espace, qui permet d'avoir des rêveries, des songeries, y compris d'ailleurs des rêveries fantasmatiques très sexualisées. Et à propos de sexualité, le cauchemar de 1780 de Fuseli, peintre très important de la fin du XVIIIe siècle, eh bien, est une scène qui représente un cauchemar. Alors, avant que je vous dise le fonctionnement de cette œuvre, simplement attirer votre attention sur ce que je viens déjà de vous expliciter, à savoir que on est ici dans une chambre à coucher, donc qui est par excellence l'endroit propice à la rêverie, au rêve, à l'activité du sommeil, mais que c'est une chambre qui est à la fois une alliée qui peut devenir une ennemie comment? Eh bien, précisément quand les mauvais rêves finissent par se déclencher. Et ici, il se déclenche, et sa traduction de l'état, j'allais dire, désagréable que cela peut produire, en particulier la sensation d'asphyxie au niveau de la poitrine, eh bien, se matérialise avec ce démon, ce kobold qui est en train de comprimer le ventre de cette femme endormie, et puis un cheval avec les yeux luminescents qui passe la tête par donc juste un petit rideau. Et en fait, ça, c'est une analyse classique qui a notamment été faite par un médecin qui était un grand historien de la littérature et de l'art également, Jean Starobinski, qui explique, c'est devenu une référence aujourd'hui tout à fait admise, qu'en fait, l'artiste travaille sur la confusion de l'époque entre le terme mère, qui signifie jument, et nightmare, le cauchemar. Hein. Et il y avait donc cette espèce de confusion populaire entre les deux, cette association de termes qui fait que pour figurer un cauchemar, on montrait très fréquemment un cheval.
je voulais juste vous dire une petite chose à ce sujet, c'est que pour déjà être un tout petit peu plus dans la thématique du faire rêver, c'est que là, ce qui fait rêver dans les trois œuvres que je vous ai données, ce ne sont pas tant les œuvres en elles-mêmes. Pour le moment, je vous ai montré comment une architecture pouvait être propice à la rêverie, comment une architecture pouvait être onirogène. Et je n'ai pas le temps de m'appesantir là-dessus, mais au XVIIIe siècle, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'architectes qui précisément se posent cette question, de savoir comment est-ce qu'une architecture peut produire soit un sommeil agréable, soit carrément des rêves. Alors, une chose qui est assez amusante avec le tableau de Fuseli, c'est qu'il faut que vous imaginiez que ce tableau, en fait, il est réalisé à la fin du XVIIIe siècle, et évidemment, il est présenté dans ce qu'on appelle les salons de peinture. Donc, mettons-nous à la place d'un spectateur de l'époque. Il va au salon de peinture en Angleterre, à la Royal Academy, et puis il tombe sur l'œuvre de Fuseli. Et que cherche à produire Fuseli? Il cherche en fait à ce que celui qui regarde le tableau s'y projette comme étant potentiellement le personnage qui est l'objet de ce mauvais rêve. Parce que une fois qu'il aura vu le tableau, il aura oublié, mais à un moment donné, il reviendra dans sa propre chambre, et là, il sera habité par le spectacle qu'il aura vu. Et par conséquent, ce que cherche à faire Fuseli, c'est d'ores et déjà à faire cauchemarder son spectateur, à, d'une certaine manière, ancrer cette image du mauvais rêve par l'œuvre en question. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est que tout le cinéma fonctionne, en particulier le cinéma d'épouvante, fonctionne sur ce registre-là. Vous savez, vous avez quantité de films qui se passent dans des banlieues américaines pavillonnaires où le meurtrier, comme par hasard, se cache juste à côté de la maison. Eh bien, c'est précisément fait pour que, au moment où vous abandonniez la salle de cinéma et où vous rentrez chez vous, le rêve s'est tellement imprimé dans votre cerveau, le rêve éveillé devant le cinéma, que vous en êtes comme accompagné jusque dans votre intimité à vous. Et à ce sujet, même si c'est des films qui peuvent apparaître comme épouvantablement dépassés, je ne saurais que trop vous recommander les films d'horreur de la série Freddy, Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, où précisément, Wes Craven joue scénaristiquement sur l'idée que Freddy est quelqu'un qui va s'introduire dans vos rêves. Et par conséquent, le cinéma d'épouvante va vous suivre jusqu'à ce que vous soyez couché et que vous disiez oh, « j'ai pas envie de fermer l'œil parce que si ça se trouve, ça va se passer comme dans le film. » Voyez ? Alors, il se trouve qu'à partir du XIXe siècle, il va y avoir un phénomène assez étonnant sur le plan esthétique, c'est que ce qui est onirogène, c'est-à-dire ce qui fait rêver, est considéré comme, je dirais, un élément de valeur dans l'appréciation d'une œuvre d'art. Je vais vous le dire autrement. Ce qui fait rêver, savoir si quelque chose fait rêver et comment elle fait rêver, devient un critère de légitimation, un critère d'évaluation artistique. Vous avez plein de critères d'évaluation artistique. Le plus connu que l'on ait, qu'on partage entre nous, c'est est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau. Vous pouvez en avoir d'autres. Est-ce que ça fait réfléchir ou pas? Est-ce que ça émeut ou non? Etc. etc. Et au XIXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a comme une traînée de poudre, ce critère du faire rêver, est-ce que ça fait rêver ou pas, qui s'impose dans le langage artistique, dans celui de la critique et au-delà. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a en particulier un peintre romantique allemand, peut-être le plus connu d'entre tous, qui s'appelle Caspar David Friedrich, qui dans ses textes théoriques dit lui-même que la fonction d'un tableau, ça va être d'agir sur le spectateur une fois qu'il a les yeux fermés. Alors Friedrich va même plus loin, il va dire il faut que vous puisiez en vous-même, en ayant fermé vos yeux, il explique qu'il faut fermer l'œil du corps pour ouvrir l'œil de l'esprit. Il faut que vous puisiez en vous-même des visions intérieures, afin que le regardeur, le spectateur, le public, en soit imprimé et que, au moment où lui-même fermera les yeux, il sera habité par des images mentales. Bon. Donc, précisément, Friedrich dit, en fait, l'image physique du tableau, elle n'est d'une certaine manière qu'une courroie de transmission entre deux intériorités. Et la question est de savoir, se demander si lui-même est capable de s'appliquer ce propre processus et surtout s'il fonctionne. Et ce qui est très fort dans l'histoire, c'est que Friedrich, qui a été un artiste qui a eu
une carrière assez compliquée, où il a d'abord été très soutenu dans les années 1810 et peu à peu abandonné, puis totalement oublié, et redécouvert longtemps après sa mort, environ 50 ans après, dans les années 1890, au musée de Dresde, et on a sorti véritablement les tableaux des caves, et où après, au XXe siècle, il est redevenu une espèce de personnage véritablement canonique. Mais le fait est que Friedrich, à un moment donné, quand son nom est plus ou moins oublié, il reçoit la visite d'un autre artiste qui lui est un sculpteur français qui s'appelle David d'Angers. Et David d'Angers va dans son atelier, commence à regarder parmi les tableaux, et précisément sa réaction, qu'il consigne dans son journal intime et dans des lettres. Donc, par conséquent, il ne s'agit pas d'une déclaration publique. Vraiment, David d'Angers est au plus proche de sa sincérité. Il n'y a pas de connivence liée à des intérêts quelconques. Non, c'est sa sincérité qui s'exprime. Et il dit la chose suivante. Il, c'est Friedrich, nous a fait voir beaucoup de dessins admirables. Point de figure, l'intérêt est occasionné par le site et par l'effet. Sa manière d'exécuter est d'une naïveté remarquable. Il est comme les grands génies qui disent des choses sublimes avec des expressions très simples. Les ouvrages de cet homme forcent à rêver. Ils sont tellement poétiques. Il sent admirablement bien la tragédie du paysage. Alors, il y aurait 1001 commentaires à faire sur cette citation. Je vous demande juste de retenir une chose, enfin deux choses qui sont liées l'une à l'autre. C'est que ce que raconte David d'Angers, c'est qu'en évacuant toute forme de présence humaine, l'idée en fait d'imposer une forme d'univers sans l'homme, pour reprendre une expression de Baudelaire, en évacuant toute forme d'image de présence humaine, eh bien, ces œuvres font rêver. Deuxième extrait, Friedrich vous fait rêver par la vue d'une simple chaumière ouverte dans laquelle on ne voit pas un être vivant. Il n'a pas la prétention de vous donner le dernier mot de la nature, il vous prend par la main et semble vous dire « Ouvrez les yeux et voyez les trésors qu'elle renferme. Si vous avez une âme, faites pour la comprendre. » C'est une espèce d'itinéraire vers la tragédie du paysage. Donc, texte quasiment similaire. Pour la petite histoire très rapide, donc Friedrich, vous l'avez compris, parle de cette chaumière que je vous ai présentée. Il parle également donc de cette petite chouette sur un arbre. Cette petite chouette sur un arbre, figurez-vous, avait été perdue pendant des décennies et des décennies. Elle n'a été retrouvée par miracle qu'à l'occasion d'une vente aux enchères en 2010 à Cannes. Et juste pour la petite histoire qui va vous amuser, c'est que quand le tableau est ressorti, il était estimé entre 50 et 100 euros. Et il y a des gens un peu avisés, des experts, qui ont compris qu'il s'agissait du tableau de Friedrich. Et le tableau, alors qu'il est estimé entre 50 et 100 euros, je ne sais pas si vous imaginez le commissaire-priseur, est monté jusqu'à 300 000 euros. Ensuite, il y a eu une négociation, je crois qu'il a été racheté par un collectionneur pour 1 million. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le Louvre serait prêt à mettre entre 5 et 6 millions d'euros pour le racheter. Donc pour un tableau qui valait à la base entre 50 et 100 euros, autant vous dire que ça fait rêver. Deuxième exemple de l'onirogénéité, pardonnez-moi, là c'est un barbarisme, l'onirogénéité ou l'onirogénèse, en tout cas le caractère onirogène vu comme critère d'appréciation esthétique. William Turner, autre grand peintre du romantisme anglais, celui-ci, avec en particulier, donc quelques années après sa mort, une critique de Philip Gilbert Hamerton, qui explique la chose suivante. Je ne vais pas vous lire la chose en anglais en entier, mais qui explique la chose suivante, pour résumer juste ce qu'il dit à la fin. Il dit en fait, avec Turner, la peinture se débarrasse des premiers plans dans lesquels il y a trop d'éléments qui attirent véritablement l'œil et qui sont trop factuels, qui d'une certaine manière sont trop narratifs. Et en se débarrassant de ces premiers plans, c'est tout le génie de Turner. Il laisse à l'esprit le soin de rêver, et notamment de rêver de distance, on pourrait dire d'air avec A-I-R-E, qui sont à peine de ce monde. Alors, un exemple très concret de cette technique chez Turner, vous avez ici un tableau, qui n'est pas un tableau, pardonnez-moi d'ailleurs, qui est une aquarelle, qui s'appelle Aube après le naufrage, et où en fait, tout est un problème de hors-champ. C'est-à-dire que vous avez ce petit chien qui est en train d'aboyer sur une plage, soit qu'il y ait eu un naufrage au loin, soit qu'il y ait une épave juste à côté sur la plage, on ne le sait pas, rien n'est dit, on a juste le sentiment
d'une catastrophe lointaine par ce ciel orangé, quasiment de sang, et puis cet aspect incroyablement bouleversant de l'animalité qui exprime toute sa douleur de façon très élégiaque. Et en effet, du fait qu'on n'a que ce chien qui est en train d'aboyer à la mort et de hurler à la mort et ce titre, nous nous mettons à rêver tout le reste. Et donc, le tableau agit à quantité de niveaux différents, et je dirais qu'il infuse sur le cerveau, et c'est ça qui lui donne sa qualité. Alors, on pourrait poursuivre la démonstration pendant des études de cas à l'infini. Je m'arrête là, mais simplement vous dire que c'est valable également dans, par exemple, la peinture symboliste, et qu'on pourrait également voir là où il y a des contrepoints, c'est-à-dire qu'il y a aussi des artistes qui considèrent que précisément faire rêver, c'est une très mauvaise chose, parce que ce qui compte, c'est de montrer la réalité du monde et donc d'éveiller les consciences et non pas de les détourner avec du rêve. Exemple, la peinture réaliste. Alors, Gustave Courbet, c'est un bon exemple, mais il y en aurait d'autres. Donc, il y a véritablement des querelles. Je ne suis pas en train de dire que le caractère de ce qui fait rêver devient hégémonique au XIXe siècle. Simplement, c'est un nouveau critère d'appréciation. Juste un tout petit mot très rapide. Je crois, dans mon ouvrage, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire comme démonstration, avoir trouvé la source originelle, la plus ancienne en tout cas, de l'onirogénéité comme critère de légitimation esthétique. C'est au XVIIIe siècle, dans le discours d'un peintre qui s'appelle Antoine Coipel, et qui, à un moment donné, explique qu'il est enfin, fait parler un honnête homme, comme il dit, et devant un portrait, dit bien ça me fait rêver et rêver agréablement. Et en plus, c'est un discours qu'il prononce devant l'Académie de peinture, donc ça vient véritablement légitimer ce critère. Mais évidemment, comme tout, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez quelqu'un qui fait simplement mention d'une nouvelle règle que la règle s'impose d'emblée. Il faut énormément de temps, et c'est rarement le cas en plus, pour qu'il y ait des nouveaux paradigmes qui s'imposent. Donc ce que je vous ai montré là, c'est véritablement l'art qui fait rêver, mais qui fait rêver à un niveau individuel et esthétique. Ce qui est très intéressant, et ce que j'essaye de montrer dans mon ouvrage, c'est qu'il y a parallèlement, par commodité, on pourrait dire qu'il y a un déplacement, mais ce n'est pas tout à fait un déplacement, parce que les deux cheminent vraiment de façon intrinsèquement liée. Il y a en même temps une ambition qui est une ambition politique et collective du faire rêver par le biais de l'art. C'est-à-dire, vous allez comprendre, hein, c'est-à-dire que certains penseurs, certains théoriciens se disent, mais au fond, si on arrivait par le biais de l'art à faire rêver les foules, eh bien peut-être qu'on pourrait aboutir à un monde meilleur. Et parmi ces grands théoriciens, il y en a un qui n'est pas tout à fait anodin, puisque c'est l'un des penseurs les plus influents du XIXe siècle. Quand je dis penseur influent, c'est-à-dire penseur influent concrètement. Il s'agit donc de Henri Saint-Simon. Henri Saint-Simon, c'est pas un théoricien hors sol. Par exemple, sous la monarchie de Juillet ou sous le Second Empire, tous les grands bâtisseurs haussmanniens sont tous saint-simoniens. Haussmann lui-même est un saint-simonien. C'est quelqu'un qui vraiment a pénétré de manière très profonde les consciences, Saint-Simon. Et Saint-Simon dit à un moment donné, avec pour objectif une réforme globale de la société, que les beaux-arts doivent permettre, par la force d'imagination qui est entre leurs mains, de créer le paradis sur Terre. Alors que dit-il exactement? La phrase commence par « que », c'est un « que » d'injonction, hein, c'est « il faut que », d'accord? Que les beaux-arts, par la force d'imagination qui est entre leurs mains, exercent sur la masse commune, la masse commune c'est vous et moi, hein, c'est la société, quoi, exercent sur la masse commune l'action suffisante pour la déterminer à suivre irrévocablement cette direction et à seconder ses chefs naturels dans cette grande coopération. Que les artistes transportent le paradis terrestre dans l'avenir, qui le présentent comme devant être le résultat de l'établissement du nouveau système, et ce système se constituera promptement. Je fais la paraphrase. Que les artistes, il faut que les artistes nous montrent des paradis, qu'on regarde les paradis qu'ils vont nous peindre devant les yeux, et on va finir par les réaliser tous ensemble. Et le paradis ne sera pas un paradis perdu, un paradis chrétien à jamais abandonné d'ici qu'il y ait l'apocalypse. Non, non, non.
C'est un paradis futur qu'on va construire tous ensemble pour vivre dans une société qui soit enfin organiquement idéale. Et en effet, il y a des artistes qui y croient. Il y a des artistes qui se disent, mais on doit peindre des rêves de bonheur, et au contact de ces rêves de bonheur, ces rêves vont finir par se réaliser. Alors, pour vous prendre un exemple de Dominique Papetit, que vous pouvez d'ailleurs aller voir au musée d'Orsay, hein, c'est un tableau qui est maintenant exposé depuis une dizaine d'années, après avoir été très longtemps en province, avec ce tableau qui a été extrêmement étrange, qu'il est un peu moins maintenant, mais vous allez comprendre pourquoi dans un premier temps il était vraiment très 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 étrange. Alors ce Dominique Papetit n'était pas exactement saint-simonien, il était plutôt fouriériste. La philosophie de Charles Fourier, qui est un peu plus à gauche que celle de Saint-Simon, mais je ne vais pas rentrer dans les détails des grands réformateurs du XIXe siècle. En tout cas, Fourier, sur le principe, a exactement cette même idée que par la puissance de l'imagination, des images, eh bien, on peut rêver d'un autre monde que l'on réalisera précisément par le biais de cette songerie. Donc, il est peint un rêve de bonheur. Et ce rêve de bonheur, il l'impose au public pour que le public s'en imprègne. Qu'est-ce que c'est que ce rêve de bonheur? Eh bien, vous le voyez, ce sont à peu près tous les âges de la vie et tous les affects possibles. Alors, vous avez à la fois le lien amoureux, le lien familial, le lien amical, le lien professionnel. Vous avez le loisir, quelqu'un qui est en train de prendre un peu de vin. Vous avez la poésie, etc., etc. Bref, tout ce qui peut représenter, je dirais, les faits de la vie quotidienne, les affects et les qualités individuelles sont rassemblés dans un tout complètement harmonieux avec l'idéal antique de concorde universelle, et puis à l'arrière-plan, donc un temple antique. Alors, pourquoi ce tableau était extrêmement bizarre à la base? C'est que dans un premier temps, tenez-vous bien, Papetit avait fait à l'arrière-plan, avait peint des fils télégraphiques. Le télégraphe venait d'être inventé, et le télégraphe était vu comme quelque chose, ce qui est d'ailleurs absolument le cas, de fantastiquement révolutionnaire, parce que le télégraphe, c'est ce qui vous permettait de relier des êtres humains entre eux à des distances très très longues. On n'a pas attendu ni Internet ni le téléphone pour ça. Hein. Rappelez-vous que, vous savez, quand on tirait les câbles télégraphiques entre l'Europe et les États-Unis, dans la deuxième partie du 19e siècle, pour commencer à communiquer, je trouve ça absolument fascinant, on a commencé à communiquer quasiment en direct, je ne sais plus quel était le temps entre Europe et les États-Unis dans les années 1860. Bon. Donc, le télégraphe était représenté à l'arrière-plan. Et il y a des critiques qui ont dit, la première fois qu'ils ont vu le tableau en 1841, c'est pour ça qu'il est daté 1843, c'est qu'il l'a repris. Il y a des critiques qui ont dit non, c'est quand même pas possible. Il y a quelque chose qui est beaucoup trop incongru. Et donc, Papetit a, je dirais, classicisé son tableau. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans l'esprit d'un peintre comme Papetit, ce genre d'œuvre doit participer à une concorde universelle par le fait d'avoir une imprégnation collective de rêves de bonheur. Autre exemple en la matière, un peu plus tardif, celui de Paul Signac, avec autant d'harmonie, et lisez bien ce qui est le sous-titre de l'œuvre, « L'âge d'or n'est pas dans le passé, il est dans l'avenir ». Et là, on pourrait passer des heures et des heures à décrypter ce tableau qui est tout à fait passionnant, mais je vais le faire de manière très brève. Vous avez de même, encore une fois, une représentation de tous les affects et puis de tous les stades de l'humanité, à la fois le cueilleur, c'est-à-dire le stade le plus archaïque, mais si on regarde bien dans le fond du tableau, on s'aperçoit qu'il y a également des moissonneuses-batteuses, c'est-à-dire le stade le plus avancé. Et puis, c'est tout à la fois une évocation de la tendresse familiale, de la force avec le coq, du loisir avec le jeu de boules, de l'amour avec le couple, de la création avec le peintre à l'arrière-plan, ou encore, excusez-moi, je devrais pointer, ce serait plus simple, ou encore du voyage, le peintre est là, le couple est ici, le jeu de boules, le coq, ici les moissonneuses-batteuses, la tendresse familiale, la méditation et la lecture, le voyage, etc., etc. Et ce qui est incroyable, c'est que, en fait, Signac se dit, pour réussir à faire en sorte que ce rêve s'imprègne vraiment complètement dans le cerveau de tout le monde, eh bien, il faut une esthétique spécifique. Quelle est cette esthétique? C'est celle de la division de la touche. Ce que vous connaissez très certainement par un vocabulaire qu'on n'utilise pas beaucoup en histoire de l'art, parce que c'est un vocabulaire dépréciatif, on dit pointilliste.
En réalité, nous, on parle plutôt de néo-impressionnisme ou de divisionnisme. En tout cas, le fait est que, pour Signac, l'idée est la suivante, c'est en juxtaposant des touches de couleurs qui fait que les couleurs se mélangent dans la rétine et non pas sur le support, eh bien on arrive le plus efficacement possible à une sorte d'apaisement et d'hygiène du cerveau, et qu'on se met à véritablement s'imprégner de ce qu'on a devant les yeux, et que si une image est belle et qu'elle invite à une concorde sociale, on finira par la réaliser. Et c'est très amusant, parce que Signac était un artiste qui était politiquement très engagé, c'était un anarchiste pacifiste, hein, pas un anarchiste violent. Anarchiste pacifiste au XIXe siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en somme que vous croyez à l'établissement de communautés autogérées. Et d'ailleurs, c'est un tableau, quand on le regarde comme ça, vous direz, mais c'est vraiment le tableau communautaire par excellence. Eh bien voilà, Signac y croit par le biais de l'art. Alors vous allez me dire, mais ça, ce sont jamais que des rêveries d'artistes. Jamais les hommes politiques pourraient avoir une sorte de vision aussi naïve des choses. Mais que croyez-vous? Quelqu'un comme Jean Jaurès, qui d'ailleurs, vous le savez peut-être, était condisciple de Bergson, qui a fait sa thèse en même temps que Bergson, et qui a fait sa thèse primaire, sur le cerveau et le rêve, Jean Jaurès. Hein, Bergson, bien sûr, sur le temps et sur le rêve, mais Jean Jaurès également. Et Jean Jaurès, qui était très amateur de Puvis-Chavannes, qui lui-même est un artiste qui fait des tableaux à la façon des rêves de bonheur que je vous ai déjà décrits, explique au moment où il voit l'œuvre de Puvis-Chavannes qui est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, il explique « Il a suffi à Puvis de rêver de vastes ensembles apaisés et harmonieux pour deviner d'avance, pour esquisser d'avance ce que nous rêvons. » Et en somme, l'un des pères fondateurs du socialisme dit « Mais attendez, si vous voulez commencer la révolution et que vous voulez que ce soit une révolution fraternelle, la première chose à faire, c'est d'aller regarder des œuvres d'art, c'est d'aller regarder du Puvis-Chavannes. Et ainsi, nous rêverons tous ensemble et nous avancerons vers un monde meilleur. » Ce monde meilleur, ça ne vous aura pas échappé, on ne peut pas dire vraiment qu'il se soit réalisé. Et il y a deux manières de penser les choses à ce moment-là. Est-ce qu'il ne s'est pas réalisé parce que tout ça, c'était simplement des grandes foutaises, ou est-ce qu'il ne s'est pas réalisé parce que tout ça, ça a été utilisé à mauvais escient? C'est évidemment un équilibre entre les deux. Il y a une part de naïveté qui peut sembler un peu confondante. Mais derrière la part de naïveté, il y a aussi des intuitions qui sont assez géniales et qui malheureusement sont tombées entre de mauvaises mains. Je voudrais que nous lisions ensemble. Alors, je ne vous fais pas le descriptif du tableau de Matisse parce que, pardonnez-moi, je me suis trompé de. Voilà. Je ne vous fais pas le descriptif du tableau de Matisse parce qu'il est exactement sur le même registre que ce que nous avons vu précédemment, alors avec quelques variantes, mais vous avez compris le principe. En revanche, je voudrais que nous lisions juste cette phrase de Matisse qui dit en 1908 « Ce que je rêve, c'est un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit, pour tout travailleur cérébral, pour l'homme d'affaires aussi bien que pour l'artiste des lettres, par exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d'analogue à un bon fauteuil qui le délasse de ses fatigues physiques. » Que dit Matisse, en somme? Que son œuvre d'art, dans une société sans vouloir faire dans le cliché, qui s'accélère et où tout le monde travaille de plus en plus, etc., bien que l'art, son œuvre d'art, permette, au moment où on rentre dans justement son architecture privative telle qu'elle s'est dessinée depuis le XVIIIe siècle, eh bien qu'elle soit là pour tout à coup apporter le repos nécessaire et donc apaiser le cerveau. Et ça, pour les moins jeunes d'entre nous, eh bien, ça rappelle fatalement cette phrase qui avait fait scandale en son temps, mais qui avait le grand mérite, l'immense mérite d'être parfaitement sincère et surtout parfaitement vraie, la phrase de l'ancien patron de TF1, Patrick Lelay, qui expliquait en 2004 « À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. »
phrase évidemment très forte, encore une fois tout à fait épouvantable quand on l'entend telle quelle, mais je le répète, qu'il y a au moins un mérite, c'est que l'homme qui le dit joue franchement. Et je vais vous dire, à l'époque, j'étais très frappé par ça. Pardonnez-moi, je ne veux pas faire trop de digressions, mais j'étais très frappé par ça. Canal+ communiquait en disant, au moins quand vous êtes devant Canal+, au moins vous n'êtes pas devant de la télévision. Et cette hypocrisie-là, je la trouvais beaucoup plus grave que TF1 qui au moins assumait clairement les choses. Et en effet, cette problématique du temps de cerveau disponible pour que s'impriment des messages, eh bien, c'était dans un premier temps avec une vision, une ambition qui était une ambition d'intérêt général, comme on a pu voir au XIXe siècle avec ces grands rêves de bonheur idéaux. Et puis, petit à petit, cela s'est privatisé pour être au service eh bien, du pire, ou en tout cas de ce qui n'est pas tout à fait le meilleur. Un exemple. Je vous ai mis ici une campagne du Club Med, et cette campagne du Club Med est très proche, très proche dans son aspect, j'allais dire presque dans sa mythologie, très proche d'un tableau de Paul Gauguin qui est Cavalier sur la plage. Bon. Où dans les deux cas, vous avez donc ce vieux lieu commun de la mer, la course à l'air libre, alors qu'on soit à pied ou sur un cheval, du soleil, des paysages lointains, etc., etc. Et la pub du Club Med dit « Et vous, le bonheur, vous l'imaginez comment ?» Et vous voyez une famille qui est en train de courir avec cette plage et puis une sorte de cerf-volant qui est en fait le soleil qu'attrape cet enfant. Alors, vous l'imaginez comment ? Évidemment, ce que fait la pub, c'est qu'elle vous fait croire qu'elle vous pose la question, alors qu'en fait, elle vous impose l'image. Mais c'est très intéressant, puisque c'est exactement les rêves de bonheur tels qu'on pouvait les voir sous une forme artistique au XIXe siècle, mais qui sont ici comme détournés de leur vocation d'intérêt général au service d'intérêts particuliers, en particulier donc d'intérêts commerciaux, en l'occurrence pour le Club Med, qui, comme vous le savez, en termes d'intérêt général pour la planète, n'est pas, on peut dire, la société qui fait les meilleures performances. Et je pourrais, là, ici, décliner à l'envi le nombre de publicités qui, soit explicitement, soit de manière plus latente, jouent sur la carte du rêve qui se réalise, en vous faisant à chaque fois croire que c'est vous qui l'aviez rêvé en amont et que la marque, l'industrie, vient réaliser votre rêve en aval. Par exemple, dans cette pub de 62, n'en rêvez plus, allez-y. Mais personne n'en rêvait. Nous n'avons fait qu'en rêver que parce que vous nous avez mis l'image de Néfertiti et de la pyramide du Sphinx d'Égypte devant les yeux. Et vous voyez, avec cet effet très pervers qui consiste à dire, en fait, vous étiez en sommeil, nous vous réveillons pour maintenant agir, comme dirait Nike, just do it, c'est-à-dire maintenant passer à la consommation. Et alors, une de celles que je trouve la plus délicieuse, si je puis dire, c'est « J'en ai rêvé, Sony l'a fait ». Alors, j'en ai rêvé, Sony l'a fait. Admettons qu'un caméscope, vous ayez pu en rêver. Mais dans la gamme des J'en ai rêvé, Sony l'a fait, vous aviez le compact mini-disque Walkman, qui a duré, je crois, 6 mois avant d'être complètement désuet. Et donc, vous voyez, avec le recul, imaginez que des publicitaires aient pu nous faire croire que nous avions rêvé précisément de ce compact-là, alors qu'en réalité, c'était une technologie immédiatement obsolète. Je trouve que ça ne manque pas de saveur. Alors ça, c'est un exemple personnel. Un jour, j'étais sur un vol EasyJet et devant moi, alors que j'étais en train de faire un vol de Paris à Nice, devant moi, donc sur un vol, pardonnez-moi, parce que tout a son importance. Paris à Nice, c'est-à-dire un vol qui est en règle générale pour des gens qui travaillent. Hein. Et donc, qu'est-ce que nous font la compagnie EasyJet? En fait, ils vous renvoient dans le fauteuil juste devant vous, donc vous n'avez pas d'autre choix que de le voir, à une publicité « Dreaming of your next holiday » avec, comme d'habitude, le lieu commun de la plage, etc. et l'invitation, du coup, à téléphoner le plus vite possible à la compagnie de voyage de EasyJet pour cette fois-ci ne plus
voler en vue d'aller travailler, mais de prendre des vacances. Donc toujours se faire rêver, détourner de sa fonction première au service d'intérêts particuliers. Le faire rêver finit même par prendre à la fois dans un tissu qu'on pourrait appeler mercantile, mais dans un tissu social, prendre des dimensions tout à fait étonnantes. Par exemple, au début du XXe siècle, avec l'invention des parcs, vous savez, type Disneyland, des parcs de loisirs. Et l'un des tout premiers parcs à Coney Island, donc à New York, s'appelle précisément Dreamland. Il devait s'appeler Wonderland au début, et je pense que pour éviter des problèmes de droit avec Alice au Pays des Merveilles ou avoir une trop forte assimilation avec le roman de Lewis Carroll, eh bien, finalement, c'est devenu Dreamland. Donc le lieu du rêve. Et dans Dreamland, eh bien, vous aviez des choses très, comment dirais-je, très obscènes. Vous aviez évidemment tous les passages obligés qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire vous rêviez en ayant Venise en miniature, en ayant de l'électricité partout, ce qui était complètement nouveau à l'époque. Vous aviez également votre train fantôme, ça c'est plutôt le faire cauchemarder. Mais vous aviez vraiment des choses obscènes. Je vous raconte juste un truc qui moi m'a beaucoup frappé. C'est que pour donner le sentiment de vertige aux clients de Dreamland, eh bien, il y avait des Lilliputiens. Le propriétaire a acheté, je dis bien proprement acheté, 300 personnes atteintes de nanisme et qui formaient donc le village des Lilliputiens et qui vivaient dans Dreamland. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a quelque chose un peu du film de Werner Herzog, les nains aussi ont commencé petits. Enfin, c'est un truc. Et donc, en fait, c'était vraiment l'un des grands moments d'attraction. C'est que, un peu à la Jonathan Swift, un peu voyage de Gulliver, eh bien, c'était amusant, vous étiez au milieu de 300 Lilliputiens. Et ça allait même plus loin. Il avait recruté également le propriétaire du parc, quelqu'un qui faisait 2,20 m, pour vraiment donner cette sorte de perturbation scalaire, encore une fois, un petit peu obscène. Et juste pour donner le fin mot de Dreamland, en 1911, finalement, dans le train fantôme, qui était plus exactement en fait des barques fantômes, mais peu importe, eh bien, il y a un incendie qui s'est déclenché et le parc a été complètement ravagé. Les parcs d'attractions sont donc par excellence les lieux du rêve. Quand vous avez toute la communication de Disney sur les Disneyland, Disney World, etc., tout est fondé sur l'idée qu'on va vous faire rêver et que, plus particulièrement, on va vous offrir la possibilité d'être toujours au stade de l'enfance. Vous savez, c'est très jungien, c'est l'enfant intérieur qui va pouvoir enfin renaître ou persister en vous quand vous êtes dans ce genre de parc. Avec d'ailleurs quelque chose de très frappant, on en avait parlé une fois avec Yves Sarfati, c'est que dans un parc d'attractions, tout est sexuel, mais rien n'est génitalisé. Tout est sexuel parce que tout est sur le mode de l'orgasme. La montagne russe, c'est le mode de l'orgasme, les salles de bal, etc., etc. Mais rien, absolument rien, ne doit à aucun moment laisser penser que cet érotisme est explicite. Et donc c'est très intéressant parce que ce sont, à mon avis, les parcs d'attractions, des lieux de grands refoulés, en fait. Où tout à la fois on se défoule, mais également il y a un refoulé absolument énorme. Les parcs d'attractions se sont fondés sur, je ne vais pas vous faire l'histoire en entier, mais se sont fondés sur des événements qui étaient les expositions universelles. Et ensuite, les parcs d'attractions ont eux-mêmes été... Et les parcs d'attractions, excusez-moi, je m'y suis mal pris. Les parcs d'attractions se sont vus comme des villes en miniature. C'est pour ça que vous avez toujours un endroit qui va être, par exemple, vous savez, le secteur aventure, où vous avez l'impression que vous pouvez faire le tour des pyramides d'Égypte et puis passer par le Pérou, alors qu'en fait, vous n'avez parcouru que 250 mètres. Donc ce sont également des villes en miniature. Et ce qui est incroyable, c'est que ces parcs d'attractions veulent eux-mêmes devenir des modèles de ville. Et d'ailleurs, à bien des égards, New York, c'est la théorie d'un des architectes qui s'appelle Rem Koolhaas, est une sorte de ville-parc d'attractions. Et les villes d'aujourd'hui, les villes que vous pouvez trouver à Dubaï ou ailleurs, eh bien, ont quantité d'échos
avec les parcs d'attractions. Par exemple, je ne sais plus comment s'appelle cette tour qui est donc la plus grande de Dubaï, le Burj Al Kaf, excusez-moi, j'ai oublié le nom, avec cette électrisation de haut en bas, reprend ces sortes de châteaux de Bavière qu'on trouvait dans les parcs d'attractions. Juste, et après ça, j'en aurais terminé avec ce court aperçu des manières dont les artistes font rêver. Juste vous dire une chose, c'est que dans l'histoire de l'art, le principal corpus des liens entre art et rêve, c'est évidemment le surréalisme. C'est d'ailleurs valable également en littérature. Je ne vais pas vous faire toute une histoire du surréalisme et du rêve, il y en aurait pour 5 heures. Je voudrais juste attirer votre attention sur une chose extrêmement précise et à mon avis qui n'est quasiment jamais dite, y compris dans les expositions les plus pointues sur le surréalisme. Il y a dans l'art surréaliste, je parle là des beaux-arts, quantité d'œuvres qui décrivent des rêves. Par exemple, chez Salvador Dali, chez Giorgio de Chirico, disons des œuvres qui relèvent du récit de rêve. Vous avez aussi des œuvres qui sont de l'ordre de l'automatisme psychique pur, de l'écriture automatique, sauf que c'est du dessin automatique. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques dessins de Desnos, il y a quelques dessins d'André Masson. Mais le grand théoricien du surréalisme, André Breton, en fait, tout ça ne lui était absolument pas satisfaisant. Et il le dit très explicitement, il explique qu'en fait, ce qu'il cherche, lui, c'est à transformer le monde avec des objets. Et que ces objets permettent de faire basculer ce qu'est notre être ensemble conscient en un être ensemble qui soit celui d'un tissu onirique permanent. Alors, en particulier, Breton devient sensible à cette idée quand il se promène à un moment donné dans un marché aux puces avec Giacometti, et il tombe sur ce qu'il appelle une grosse cuillère de bois d'apparence paysanne, avec un petit soulier au dos. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui n'a pas véritablement de sens, qui ne ressemble à rien, pendant que Giacometti, lui, tombe sur un demi-masque de métal. Bon. Malheureusement, on n'a aucun de ces deux objets. Et ce ne sont que des objets aujourd'hui, des objets de papier. Giacometti dira d'ailleurs que ce demi-masque de métal sur lequel il tombe quand il est au marché aux puces lui permet de terminer une sculpture, qui est la sculpture que vous avez là, l'objet invisible dans lequel on peut sentir le masque de métal sur le visage, mais qui est aussi une invitation à rêver des objets qui ne sont pas là, avec les deux mains qui tiennent un creux. Et je vous ai mis une petite mise en rapport, parce que j'adore ce tableau, avec la somnambule de Toyen, une artiste tchèque absolument merveilleuse, qui sera l'objet d'une grande rétrospective dans 1 an. Surtout, ne la ratez pas, c'est une artiste rare, dont il n'y a quasiment rien dans les collections permanentes françaises, donc il faudra que vous voyez ça. Et puis, je vous ai mis à côté le fameux cadeau de Man Ray, tout simple, simplement des clous sur un fer à repasser, qui fait penser tout à la fois au fait de repasser, mais également à déchiqueter des habits, donc déchiqueter de la chair, et qui devient à coup un objet agressif, d'autant plus agressif, qui s'appelle le cadeau, et sans évidemment sans aucun usage possible. Et voilà ce que dit Breton, et la phrase est un tout petit peu longue et un petit peu compliquée, mais je vous assure qu'elle vaut vraiment, vraiment la peine d'être lue. Certes, j'étais prêt à attendre de la multiplication de tels objets une dépréciation de ceux dont l'utilité convenue, bien que souvent contestable, encombre le monde dit réel. Je traduis. Avec des objets comme le fer à repasser clouté de Man Ray, on se dit ah bah tiens, un livre ou un micro, ça les discrédite, ça leur enlève du prestige. Ça les déprécie, pour le reprendre. Cette dépréciation me semblait très particulièrement de nature à déchaîner les puissances d'invention qui, au terme de tout ce que nous pouvons savoir du rêve, se fussent exaltées au contact des objets d'origine onirique, véritable désir solidifié. Écoutez la fin. Mais, au-delà de la création de tels objets, la fin que je poursuivais n'était rien moins que l'objectivation de l'activité du rêve, son passage dans la réalité.
l'objectivation de l'activité du rêve. Ce que souhaite véritablement André Breton, c'est que notre quotidien bascule définitivement dans un tissu onirique permanent. Et pour ça, il ne veut pas du tout s'appuyer sur... C'est pas que les tableaux ou les sculptures, il les dévalorise, c'est pas ça. Mais il dit c'est insatisfaisant parce que les sculptures et les tableaux, ça reste du domaine des beaux-arts. Si les artistes peuvent apporter quelque chose, c'est en inventant des objets dont ils devront vraiment envahir le monde afin que le monde ne ressemble plus à ce qu'il est, mais bel et bien un monde où l'activité devient une activité psychique réelle, c'est-à-dire en dehors, comme il le dit lui-même, en dehors de tout fonctionnement rationnel ou esthétique ou moral. Juste une chose, ça c'est pour faire une petite boucle. Le 19e a vu disparaître petit à petit les cheminées. Enfin, plus exactement, excusez-moi, le 20e a vu disparaître les cheminées devant lesquelles on rêvait au 19e siècle. Et en fait, il y a dans le texte de Dickens qui s'appelle... c'est pas vrai. Excusez-moi. L'un des plus célèbres de Dickens, ça me reviendra. Les temps difficiles. Il y a un moment donné où il explique, qui raconte l'histoire de deux enfants qui ne peuvent pas rêver, ce qui est quand même un truc absolument incroyable. Parce qu'ils sont face à un homme qui est un homme de philosophie pragmatique, qui dit, vous savez, c'est la fameuse phrase « Facts, only facts », les faits, rien que les faits. Ça vient de Charles Dickens, ça, les faits, rien que les faits. Et donc, il est interdit de rêver. Et parmi les deux enfants, il y en a une quand même qui, devant les flammes, arrive à rêver un petit peu. Les flammes de la cheminée. Et ces flammes de la cheminée disparaissent au XXe siècle au fur et à mesure que les chauffages apparaissent. Et donc, les artistes, là aussi, sont là pour essayer de trouver la parade. Je vous en donne deux, mais il y en aurait plein d'autres. Il y a par exemple Brian Gysin et Ian Somerville qui ont fait une Dream Machine, très simple, vous savez, sur un tourne-disque, en fait, un tube ajouré qui tourne sur une source lumineuse. Vous pointez devant, vous fermez les yeux, et normalement, ça déclenche une activité d'onde alpha du cerveau. Avec d'ailleurs un petit mensonge sur la marchandise, parce que c'était vraiment une Dream Machine. Ce serait, je ne veux pas dire de bêtises, mais plutôt les ondes bêta ou θ, c'est-à-dire du sommeil léger ou paradoxal, alors que là, c'est simplement les ondes alpha, c'est quand on est dans un état de méditation agréable, donc c'est pas tout à fait du rêve. Et puis l'autre que je voulais vous montrer, c'était ce mur lumière de Nicolas Schoeffer. Schoeffer imagine donc des écrans où tout à coup il y aurait comme ça des impulsions lumineuses et qui seraient, là encore une fois, dans un monde qui en est de plus en plus envahi, qui serait une invitation permanente à la rêverie. On va pouvoir passer la parole à Abraham au sujet de cette œuvre donc, de Hans Hartung dont Yves a déjà brillamment parlé et du commerce qu'il a eu avec lui, avec l'idée suivante, je crois, c'est que tout ça relève aussi beaucoup de la logique de la confusion et de la fusion. Qu'est-ce qui fait rêver dans la performance d'Abraham, au fond ? C'est pas tant le tableau lui-même que la performance. Et je crois, en ayant parlé avec beaucoup de gens, que ce qui fait rêver, c'est d'imaginer que quelqu'un en soit capable. Parce qu'on se dit, si j'étais à sa place, soit je serais claustrophobe et ce serait la panique totale, soit j'arriverais dans les mêmes états que lui, à savoir à me dissocier de moi-même par le biais d'une fusion avec le tableau que j'ai devant les yeux. C'est ça, je crois, au fond, ce qu'il y a aussi de plus beau dans le rêve, c'est ces phénomènes de déréalisation qui confinent souvent au sublime, et j'allais presque dire à l'amour. Preuve en est avec ce qui est sans doute le plus beau poème de Robert Desnos, « J'ai tant rêvé de toi », et qui finit ainsi « J'ai tant rêvé de toi que j'ai perdu ta réalité, j'ai tant marché, couché, parlé avec ton fantôme, qui ne me reste plus peut-être, et pourtant qu'être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre 100 fois que l'ombre, qui marche et marchera éternellement sur le cadran solaire de ta vie. » Je vous remercie.